Salut à tous, on se retrouve pour le Mercatalk, le rendez-vous de l'été du Phocéen, un rendez-vous où on parle mercato et olympique de Marseille, même s'il n'y a pas encore de signature, il n'y a pas lieu de s'alarmer, on ne cesse de le dire. On va regarder un peu les dossiers et ce qui se présente pour l'Olympique de Marseille avec Yvan Lemay. Bonjour à tous. Salut Yvan, très heureux de te revoir. Tu viens nous voir régulièrement alors qu'on sait que c'est c'est un rendez-vous un peu agité. C'est des périodes pour toi un peu difficiles. C'est des périodes compliquées en pleine journée en plus. Mais bon, voilà. On prend le temps. C'est un produit marseillais et ça fait plaisir d'être avec vous aussi. Après, si tu parles justement de rendez-vous marseillais, c'est pourquoi j'ai aussi beaucoup de plaisir d'accueillir Kit Francescoli. Mathieu, on va t'appeler Mathieu pendant l'émission, mais Kit Francescoli, c'est un peu le Soufiane Steven français, c'est comme ça que je définis. L'électro-folk qui cartonne, qui est pas seulement parce que c'est quelque chose de marseillais, ça marche pas mal, on retrouve ça dans les pubs, on retrouve ça dans les séries, dans les films, on voit les musiques régulièrement utilisées pour les reportages. Voilà, c'est une petite consécration. Deuxième album, on va voir le visuel Play Me Again qui est sorti il y a quelques mois, et le clip, le premier extrait, c'était Les Vitrines. C'est ça. Et puis le deuxième qui est sorti, Moon, un truc à écouter très fort la nuit, en boucle, c'est pas mal. On mettra envie de devenir scénariste de comédie romantique, c'est ça? Exactement. J'ai pensé à tout quitter. J'ai appelé, j'ai la chance d'avoir le numéro de Christophe Honoré. J'ai essayé de voir avec lui qui m'apprenne un peu le métier. Ça donne envie vraiment de réaliser des films romantiques. Voilà, si vous avez un petit peu de cœur en vous, ces musiques vous parleront forcément. Tu es également... On finit avec la promo, tu es en concert à Marseille, Festival Mars Attack, Palais du Pharo. C'est pas seulement pour le premier soir le retour de la Funky Family, le deuxième soir, donc c'est samedi, c'est le 24 juin, 22h sur la scène du Palais de l'Europe. C'est ça, et voilà. Je serai aussi le vendredi effectivement pour aller voir la Funky Family, parce que comme tous les Marseillais je pense, je sais pas si on va en faire rentrer tout le monde, mais ouais, surtout le samedi pour nous, et... c'est très important parce que c'est Mars Attack, c'est le plus gros festival de rock, électro, hip-hop de la ville, et on est ravis chaque année, ou enfin à chaque fois qu'on sort des albums, d'être présent, et encore plus cette année parce qu'il y a quand même une affiche énorme et que c'est au Parc Chano. Et... Voilà, c'est à côté du Vélodrome. Il va avoir aussi je crois d'ailleurs qu'on a les loges dans le Vélodrome. Voilà, il y a les loges, c'est ce que j'allais dire. Il y a un peu c'est un peu backstage, mais voilà, il y a un petit. On a l'impression un peu on peut se prendre pour un joueur de l'OM. C'est pas mal. Et en plus à domicile, donc c'est encore mieux. Ouais. Voilà, c'est vendredi et samedi au Parc Chano. Prenez vos dispositions, attention. Il reste, je crois, encore des places, mais ça va partir vite. Ce qui va partir vite, on l'espère pas, c'est Florian Thauvin. Messieurs, on démarre cette grosse page d'actu. Florian Thauvin qui est annoncé une nouvelle fois en Italie. Alors, c'est normal, son représentant, son agent est italien, ça peut aider. Florian Thauvin qui doit renégocier son contrat, les négociations sont en cours, mais voilà, il n'y a toujours pas de signature. Et tiens, l'AS Roma a vendu Mohamed Salah pour 45 millions à Liverpool, c'est quasiment fait. Du coup, il y a une place qui se libère et on se dit, tiens, pourquoi pas Thauvin à la Roma? Il est sur la liste, c'est crédible, mais est-ce que, Yvan, tu y crois? Bon, c'est une facilité, on va dire, du côté des journalistes de la Roma, de se dire, bah tiens, qui fonctionne à ce poste et qui serait accessible, Thauvin. Salah est dans un profil assez similaire, position, joue à droite, le même jeu, je dirais, il rentre souvent vers l'intérieur, etc. Donc si on regarde l'aspect technique, il peut vraiment rentrer dans les plans. Après, la Roma, comme beaucoup de clubs italiens, se sont mis à acheter des jeunes joueurs aujourd'hui à valoriser pendant 2 ans, 3 ans, et ensuite les transférer en Angleterre ou dans des championnats où il y a un peu plus d'argent. Donc je dirais, il y a 3-4 ans, la Roma, ils n'étaient pas intéressés par des jeunes joueurs de 23-24 ans. Aujourd'hui, c'est le cas. Alors après, Florian Thauvin, est-ce qu'il a une offre ou un contact? Je ne sais pas plus que vous. Si on refait la lecture, il a commencé à discuter d'un nouveau contrat avec Marseille. C'est légitime vu la saison qu'il a réalisée. Ça peut devenir problématique pour Marseille si aujourd'hui la Roma vient concrètement sur le joueur, parce que quand vous êtes en train de rediscuter et qu'il y a une offre de transfert qui arrive en parallèle, en principe ça n'aide pas le club à boucler le dossier et à signer le document, enfin à faire la prolongation, quoi. Mathieu, il parle d'une offre de 20 millions d'euros, ça c'est le Corriere dello Sport qui évoque cette somme. Bon, évidemment, c'est, on va dire, un montant de départ vu la saison de Florian Thauvin, il y a de quoi s'attendre à beaucoup plus, non, maintenant, vu les prix pratiqués? Ouais, mais plus que le montant, moi je pense surtout qu'il ne faut pas s'en séparer, parce que ça fait partie d'un des symboles, si ce n'est le symbole du projet.
Et ouais, avec Payet, avec Sanson et Lopez, je pense que c'est les 4 joueurs qui représentent le plus le futur proche de l'OM. C'est un argument aussi pour attirer le futur buteur, lui dire tiens, un peu ces 4-là qui vont être derrière toi. Ouais. Normalement, ça doit t'alimenter en ballon. Des joueurs, tactiquement, c'est important parce que c'est des joueurs qui s'entendent très bien entre eux. Et si on commence à changer de joueurs à ces postes-là qui sont des postes clés, ça risque d'être compliqué. Après, forcément, on l'a vu à l'époque où on avait Drogba, ou si les mecs ils arrivent avec beaucoup d'argent, on peut rien faire. Mais ça serait vraiment une très mauvaise façon de commencer le mercato, je pense. Yvan, ce qu'on peut dire, justement, à titre indicatif, si l'AS Roma vend Salah à 45 millions, c'est pas pour prendre quelqu'un de plus cher. C'est-à-dire que. Non. C'est surtout qu'à la Roma, le nouveau président américain Pallotta ne met pas d'argent. Il fonctionne uniquement avec les achats-ventes, cessions-acquisitions. Donc s'ils ont vendu 45, ça sera pour remettre 20 ou 25 sur le marché et garder le reste, pas plus. Voilà, donc ça n'ira pas au-delà de 20-25. Donc je pense pas on peut dire qu'il n'y a pas trop de mal à fermer la porte. Par contre, dernière hypothèse un peu farfelue qui vient de germer dans mon esprit, si la Roma dit on met Edin Dzeko dans la balance, sachant que l'OM cherche un attaquant. Déjà, est-ce que ce genre de choses, est-ce que ça peut arriver? Est-ce qu'il serait capable de se séparer de Dzeko pour... En principe, on met ce qu'on appelle les contreparties techniques quand on est un petit peu embêté avec un joueur. C'est-à-dire quand on veut plus du joueur, on dit si vous voulez ce joueur-là, on peut vous donner celui-là parce qu'on compte pas dessus. Dzeko aujourd'hui, avec la saison qu'il a fait, ça me paraît compliqué. Après, on peut rentrer dans le cas d'un transfert, de dire ok, vous cherchez un attaquant, on veut plus de Dzeko, il a 31 ou etc. Mais Dzeko aujourd'hui, après la saison qu'il a faite et le prix que l'avait payé la Roma, ça va coûter très cher pour un garçon que tu revendras plus non plus a priori parce que il a un âge aujourd'hui où ce sera compliqué de valoriser après. Donc ça me paraît cher comme dossier. Donc ça, on est d'accord, le dossier Thauvin paraît quand même assez serré, ce dossier Thauvin. Déjà un dossier, c'est déjà bien compliqué. Quand il y en a deux au milieu, c'est terrible. Voilà, donc il y a l'air quand même d'avoir très très peu d'espace pour exister sur cette rumeur Thauvin-Roma. Attention quand même à cette prolongation forcément de contrat. On ne blâme pas l'agent de Thauvin, dans le sens où c'est vrai que s'il ne va pas demander une prolongation après une saison comme ça, je crois qu'il la demandera jamais dans sa vie. Absolument. Sachant qu'en plus, Thauvin, quand il était revenu à l'Olympique de Marseille, avait consenti des efforts au niveau de son salaire. C'est forcément qu'il cherchait un an après à rééquilibrer la balance. Si ça se passait bien, ça fait partie du jeu. Après, la direction olympienne de ne pas non plus céder et lui accorder un gros salaire. On sait qu'en termes de symbole face au reste du vestiaire, c'est toujours des signaux. Mais comme on disait, c'est un peu le phare aujourd'hui du projet Champions Project, comme tu disais. C'est un peu comme si PSG perdait Verratti pour nous, sans lui donner une importance inconsidérée à Florian Thauvin. Mais par rapport à notre budget, nos moyens, c'est un peu le joueur aujourd'hui comme Verratti à PSG. Si tu perds ce joueur-là, tu vas expliquer quoi pour ton projet Champions Project, comme eux qui veulent gagner la Ligue des Champions si tu lâches Verratti. On est un peu au même stade, quoi, pour une fois. C'est vrai que ça devient compliqué, bien vu. Carlos Bacca, messieurs, on a vu dans les dossiers, là, par rapport à Jovetic et autres, on sait que sur Jovetic, son entourage assure qu'il n'y a pas de négociation avec l'Olympique de Marseille, qu'il n'y a pas d'offres et qu'ils ne sont pas prêts à en recevoir. Du côté de Carlos Bacca, donc ça semble être la piste la plus chaude, même si dans une interview, il a dit « je suis très bien à Milan, j'ai encore 3 ans de contrat ». On est d'accord, ça c'est de la com, c'est surtout pour dire j'ai 3 ans de contrat, c'est pour leur dire. Hier, son agent a aussi fait pas hier, en Italie, il a parlé il y a 2 ou 3 jours en faisant des déclarations sur la Ligue 1. Sur la Ligue 1 en disant que c'était quand même un bon championnat, que c'était un championnat qui voulait rester en Europe. Joueur, pour rester en Europe, pour la Coupe du Monde, etc. Donc il a un petit peu ouvert la brèche quand même dans la communication. Carlos Bacca, c'est quand même c'est un vrai buteur, c'est un profil forcément qui à l'Olympique de Marseille va plaire, et pas seulement sur sa nationalité. Est-ce qu'il va en exagérer si on dit que c'est un peu un Carlos Tevez en accessible, sachant que Carlos Tevez maintenant touche des milliards qu'il est payé en brouette en Chine. Pour nous, ça pourrait être l'équivalent, je pense. Ouais. Un garçon comme Jovetic, aujourd'hui, c'est trop irrégulier, je pense. Un garçon comme Bacca, les 6 dernières saisons, il met toujours un but tous les 2 matchs, quel que soit son club, à Séville, à Bruges et même à Milan. Alors, j'entends cette année, il a moins fonctionné. Quand même, à 13 buts en Serie A en 28 matchs titulaires. 13 buts en Serie A, ça en vaut 18 ou 20 en France. CF, Cavani, Ibrahimovic, qui marquaient pas 50 buts à l'année en Italie. Hein. Donc pour moi, ça vaut plus de buts. Surtout, il faut voir un peu ceux qui ont vu les matchs du Milan AC. Il faut être attaquant. Dans cette équipe du Milan AC, ça balance de longs ballons devant. Il faut se débrouiller pour essayer de marquer. Non, pour moi, c'est le vrai tueur, le vrai buteur qu'on n'a pas, qui nous manque depuis bien longtemps. C'est un attaquant racé, c'est un attaquant très typé, c'est un attaquant qui va vite. Football moderne, malheureusement, on a besoin de vitesse. Ça va beaucoup plus vite que Baffé.
ça travaille sur le terrain comme Bafé. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, c'est un attaquant qui a l'expérience, qui a joué dans des grands clubs, qui a gagné des titres, qui est international colombien. C'est une nationalité qui plaît bien à Marseille, parce qu'on préfère un Colombien qu'un Suédois, c'est quand même plus sexy au stade. Et plus, tu vois ce que je veux dire. Et également, on rappelle que la femme de Frank McCourt est colombienne et avait dit qu'elle voulait pourquoi pas un joueur colombien. Ça peut marcher des fois, ce genre de choses. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, si on est lucide sur le marché, il n'y a pas 650 attaquants à signer pour l'OM. Et puis, moi, ce que je dis toujours au club, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, il y aura toujours les mêmes joueurs. Hein. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des joueurs qui vont être créés au mois d'août. Mais il n'y a personne qui arrive. C'est toujours les mêmes. Les effectifs sont toujours les mêmes. Après, il y a ceux qui ont signé, ceux qui peuvent partir et pas partir. Mais la liste, elle n'est pas longue. Et tous les joueurs dont on a parlé à l'époque, je me rappelle la dernière mission qu'on a fait, Mandzukic, c'est fini, il a prolongé. Le Portugais, il a signé à l'AC Milan, Silva. Donc toute la liste qu'on avait faite, il reste qui aujourd'hui au final? Et c'est justement ça aussi. C'est que Bacca aujourd'hui, c'est la solution pour moi, la meilleure pour Marseille. Bacca, après, si ça traîne trop, une solution. Parce qu'il ne va pas rester à Milan. Parce que voilà, c'est ça, c'est qu'il ne va pas rester à Milan. Pourquoi on a l'opportunité. Alors, parce que Milan a recruté André Silva, donc qui est un jeune de Porto. Il rêve en fait de prendre une tête d'affiche parce qu'il y a des nouveaux propriétaires asiatiques qui veulent mettre beaucoup d'argent. Il rêve de Pierre-Emerick Aubameyang qui a été formé au Milan AC, qui était là par son père. C'est vrai, tiens, à Dijon à l'époque, c'est ça? Avec Rudy Garcia. Exactement. Voilà. Et donc il rêve de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc du coup, Carlos Bacca se retrouve un peu sur la sellette. C'est un peu l'homme de l'ancien projet, mais bon. C'est un peu à récupérer, enfin ancien projet Milan, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi Mathieu? Je sais pas, moi je pense que ça pourrait bien aller avec Germain parce que, enfin, je sais pas si on peut le dire ou pas, mais apparemment oui, Germain c'est fait, oui, on a le droit. C'est vrai que moi Germain c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais ça bouscule quand même un peu la façon de jouer et le format de l'équipe. Parce que c'est une sorte de Djorkaeff de 9,5 en fait, qui joue très bien avec quelqu'un à côté de lui, mais pas tout seul en pointe. Pas tout seul en pointe, tu penses que Germain... non, je pense pas qu'il puisse... Enfin, c'est mon avis, hein, je sais pas si Gomis par exemple, je pense qu'il avait les épaules, mais est-ce qu'on n'a pas... C'est une question, mais est-ce qu'on n'a pas un a priori par rapport au physique? Parce qu'on a tellement l'habitude de voir des mecs en pointe évoluer grands, costauds, qu'on voit Germain, on se dit ah tiens il peut pas, alors qu'en fait vu que ça joue à terre et que c'est quand même il joue avec son intelligence de jeu. Il joue à Monaco, il a joué avec Falcao avec lui. À Nice, c'était avec Ben Arfa, en gros, c'est Ben Arfa qui joue en pointe. Il y avait Pléa, aussi, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que c'est là qu'il est le meilleur, quoi. Et ça pourrait être bien avec un joueur comme Bacca, parce qu'apparemment, Bacca, il a les épaules assez larges pour remplir le rôle de pointe seul. Mais après, j'imagine qu'il y a d'autres pistes, comme les pistes comme Chicharito et Giroud. C'est trop gros pour nous. Giroud, c'est pas accessible tout ça. Ça a prolongé, voilà. Et Chicharito, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais personne ne bouge, ce qui est quand même assez cher. J'ai des clubs que j'ai entendus qui regardaient. Leverkusen demande beaucoup d'argent. Le salaire du joueur est important. Et il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés parce que le joueur est bon. Mais les conditions économiques font que Bayer a beaucoup d'argent. Hein, c'est les laboratoires. Oui. Hein. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui veulent le prendre, mais il coûte trop d'argent. Un petit peu comme Giroud aujourd'hui, qui n'est pas faisable en France économiquement. C'est pour ça que quand tu regardes ce qui est disponible sur le marché et ce qui est faisable économiquement, la liste, c'est peut-être 3-4 noms. Et après ces noms-là, ils vont aussi partir dans d'autres clubs parce que le mercato, personne n'attend. Qui a d'autres qui en difficulté après, quoi. Qui s'intéresse à Bacca, qui a comme autre club? Alors aujourd'hui, on parle de Galatasaray. Donc qui sur un peu tous les joueurs qu'ont l'OM. À une époque, c'était Lyon. Il y a quelques années, il y en avait comme ça. Galatasaray, ils peuvent pas payer 25 millions puisque c'est pas des clubs qui font des transferts ou des transferts importants. Mais je pense qu'ils attendent toujours Gomis, donc ils doivent mettre un peu la pression en disant ok, il est toujours pas là, on va avancer sur Bacca. C'est plus une opération de com que vraiment. De toute façon, les déclarations de son agent sur les championnats européens, c'est vrai, faisaient part vraiment des 5-6 championnats si on intègre le Portugal, où il faisait référence aux gros clubs portugais. Et c'est vrai que la Turquie n'en fait pas partie. Il y a une Coupe du Monde à préparer. Bacca a une place à défendre parce qu'il n'est pas seul. Il y a un certain Falcao qui revient plutôt bien cette dernière saison avec Monaco. Donc pour lui, il a tout intérêt à briller à ce niveau-là. Carlos Bacca, pour finir, c'est aussi un attaquant qui était titulaire, je le précise, je ne fais pas campagne, mais qui était titulaire quand Kevin Gamero, il jouait avec Kevin Gamero à Séville. Et on a parlé d'un Kevin Gamero transféré 40 millions à l'Atlético Madrid, tout le monde trouvait ça génial. Quand ils étaient ensemble, Bacca, il était au-dessus, donc il y a peut-être quelque chose à gratter à ce niveau-là. Messieurs, on va changer de poste. Miguel Trocco,
Je suis sûr que ça vous parle pas. Enfin, ça me rassurait d'ailleurs que ça vous parle pas parce que sinon, ça serait quand même inquiétant. C'est un latéral gauche péruvien international qui joue à Flamengo. Je crois bien. C'est ça. C'est Flamengo, c'est ça, je reconnais. Je vois l'écusson, je me dis tiens. C'est Fla. Fla, et oui, parce que tu dis flou pour Fluminense, bien sûr. Plus que le profil, parce qu'on est d'accord, on l'a pas vu jouer. Est-ce que c'est séduisant dans le sens de dire on va chercher un international sud-américain, on sait que ça a besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Ça fait la transition parfaite avec Patrice Evra qui est là encore pendant un an, ou tout du moins qui va passer le relais dans la saison, mais qui va démarrer titulaire. Est-ce que c'est le bon profil, on va dire, à recruter en tant que latéral gauche? C'est très bien de recruter quelqu'un à gauche. Parce que bon, de toute façon, la défense, à part peut-être Sakai, je pense qu'il faut la revoir entièrement. Malgré Evra et malgré le fait qu'il y ait Bedimo aussi en doublure d'Evra. Mais faut pas l'oublier, Riton Bedimo. Faut pas l'oublier, mais on n'est pas. Je trouve qu'on n'a vraiment pas le niveau de. Même pourtant Evra, c'est quand même un super joueur international et tout ça. Il a tout connu, mais moi je l'ai trouvé vraiment très fatigué et vraiment des fois à la traîne sur certaines actions de la fin de la saison dernière. Et une rumeur d'un joueur en devenir, en tout cas pas forcément un titulaire indiscutable qu'on va payer 15 millions, mais d'un bon joueur, d'un bon futur joueur à gauche, je pense que c'est une très bonne idée. Ouais. Yvan, ça te semble séduisant? Plus par exemple on parle beaucoup de Ferland Mendy sur le marché français, pas spécialement à l'OM, là on en parle dans tous les clubs de Ligue 1, latéral du Havre. Est-ce que peut-être mieux aller tenter sa chance avec un joueur si on est sud-américain? dans le raisonnement économique, aujourd'hui le Havre, je crois qu'il demande plus ou moins 5 millions, ce qui est cher pour un joueur de la Ligue 2, même si le joueur est très très bon. Je pense aujourd'hui qu'on est sur des prix à peu près similaires. Entre un joueur du Havre français et un joueur d'Amérique du Sud, les prix sont pas toujours très sympas non plus en Amérique du Sud, mais je pense pas qu'ils demandent une fortune non plus. Après, c'est un choix du club. C'est aujourd'hui ou de dire on prend des joueurs de 30 ans qui ont fait leur carrière, qui viennent de finir chez nous, mais qui sont encore bons. Tous les noms qu'on a vu passer, là, les Sagna, les Mathieu, machin. Ou de dire on mise sur de la valorisation de joueurs et on doit créer des joueurs. Et là, tu prends des joueurs comme ça en te disant on l'a vu 100 fois, il nous plaît, on y croit, il va faire le futur Marcelo, et tu investis dessus. Mais est-ce que c'est ça la politique du club aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Alors, c'est une info aussi qu'il faut donner parce que beaucoup de gens veulent des joueurs à gauche, ne sont pas convaincus, comme toi de Patrice Evra sur sa fin de saison, et disent oui, il faut qu'on recrute. Précisons tout de même, parce que c'est important, le recrutement de l'Olympique de Marseille ne peut pas être sur un titulaire au poste d'arrière gauche au vu de ce qu'ils ont passé au moment des accords qu'ils ont passés au moment où ils ont signé Patrice Evra. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas recruter un titulaire et dire à Evra bon ben désolé mon vieux, tu vas être numéro 2. Ils ont un accord avec lui, il a signé parce qu'il savait qu'il allait démarrer cette saison en tant que titulaire. Et donc, du coup, ils sont un peu pieds et poings liés là-dessus. Si tu démarres et que tu vas mettre Evra directement sur le banc, tu as le risque quand même que derrière, ils te mettent un peu le feu au vestiaire. C'est pas la première fois, on a vu ça avec de nombreux joueurs, c'est souvent le cas. Mais quand il y a un accord comme ça, tu es obligé de recruter un mec à qui tu peux pas promettre une place de titulaire de suite. C'est pour ça que le recrutement au poste d'arrière gauche là-dessus semblait être une solution idéale. Ouais, d'un mec en devenir, quoi, une doublure. Voilà, à qui tu dis tu vas prendre progressivement la place. Ouais, mais à qui tu dis aussi à Evra, t'inquiète pas, c'est toujours toi le titulaire, mais il y en a quand même 2 derrière toi à ton poste, ça fait quand même un peu bizarre. Il n'y a aucun problème, mais il y a 2 joueurs derrière. Alors après oui, le deuxième joueur étant Riton Bedimo, qui a toujours 2 ans de contrat et qui a aucune raison de s'en aller. Il y a ce que tu dis, de ce qu'ils lui ont dit, tu vas jouer, etc. Parce qu'il n'est pas venu pour pas jouer, et puis il y a le salaire. Quand tu mets un gros salaire sur un joueur, c'est difficile de le mettre sur le banc aussi, qu'on le veuille ou non. Et on est un peu à ce problème-là, je pense. Il va falloir voir justement tout miser sur la préparation de Patrice Evra. Et pour ça, je vous invite à aller checker son Instagram et ses vidéos de pompe et d'exercice physique. C'est un peu comme ces émissions, vous savez, sur la TNT, là où on vous propose de faire de la gym. Ben, vous avez le coach Patrice Evra à votre dispo. C'est sur Instagram. On enchaîne avec Alexandre Song. Alors, on en a beaucoup parlé du Camerounais. On l'a présenté comme le chouchou de Zubizarreta parce qu'il avait recruté. Il avait quand même mis 20 millions d'euros à l'époque avec Barcelone pour le déloger d'Arsenal. Maintenant, Alexandre Song, il joue au Rubin Kazan en Russie. Il joue. Alors, ça reste quand même titulaire. Ça fait grosso modo 25 matchs sur la saison. Et Alexandre Song, on en parle au milieu de terrain. Zubizarreta le préférait par exemple à William Vainqueur. Est-ce que Alexandre Song, ça vous séduit ? À prendre un ex-joueur du Barcelone, j'aurais préféré Alexis Sanchez, mais bon. Non, c'est un joueur sérieux, je veux dire, il peut jouer 6, il peut jouer 5, donc dans la rotation, ça peut être sympa.
Après, ça joue Arsenal, ça joue à Barça. J'ai pas vu jouer cette année à Kazan, je sais pas où il en est. Mais bon, le joueur est là. Voilà, je pense que et ça rentre dans le cadre un petit peu de ces anciens joueurs connus qui ont un problème, qui ont plus d'espace ou un problème ailleurs, et que tu regardes pour les faire revenir et les relancer un peu chez nous. Non, je pense que la qualité est là, l'expérience est là. Économiquement, je sais pas du tout ce que ça coûte, et à mon avis, c'est cher. Mais je pense que tu perds pas au change si tu dois remplacer Wenger par Song, quoi. C'est cher, c'est un pari à tenter, mais est-ce que c'est un pari séduisant? On se souvient qu'il y a 2-3 ans, il jouait encore à West Ham et il avait été très bon au milieu de terrain. Est-ce que ça te... Parce que là c'est pas un risque zéro comme quand tu avais recruté à Abu Dhabi. Là, il y a quand même un gros salaire et il va avoir une indemnité de transfert aussi à donner. Est-ce que c'est un risque à prendre? Moi, je trouve que c'est un très bon joueur, mais je suis particulièrement fan de William Wenger. Ah, tu n'es pas le seul. Et encore plus que le joueur, parce que je pense que il y a beaucoup de bons joueurs, mais on sait quand même tous que c'est aussi très important de bien se fondre dans le club et dans l'effectif et dans la façon de jouer de l'équipe. Et je trouve que Wenger, il a quand même admirablement fait ça l'année dernière. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on parte en basant l'équipe sur les joueurs qui sont titulaires indiscutables et qui surtout se sont vraiment fondus dans l'effectif. Et c'est le cas de Wenger, même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que lui, hein, c'est sûr, à son poste. Mais je sais pas, j'aime bien moi les joueurs comme ça qui sont... De toute façon, en Sentinelle, il faut aussi des mecs qui sont capables de passer le ballon et se dire tiens, on va laisser les autres participer au jeu offensif, on reste derrière. Ouais. C'est vrai que voilà, ça demande une certaine dose d'humilité. Donc tu dis que dans le caractère où tous les jours dans le club, William Wenger a fait preuve. Peut-être qu'on peut faire venir une star comme ça, mais on ne sait pas s'il va s'adapter. Après, ça risque de faire un déséquilibre au milieu et ça fait, tu vois, c'est quand même assez fragile l'équilibre d'une équipe. Et je trouve qu'avec Wenger, on avait trouvé à un poste clé quelqu'un de très bon. Donc je pense que ce serait mieux de rester sur lui. 2,5 millions net par saison sur 4 ans. C'est ce que lui propose Galatasaray. Ça fait quand même adapter, s'aligner là-dessus. C'est faut être costaud. Ouais. Ça fait 400 000 euros brut par mois. Voilà. Donc 400 000 euros brut, on est à Alexandre Song. Mais tu préfères quand même William Wenger? Ouais, je pense. On peut, hein. Je pense que je préfère Wenger. Ouais. C'est sûr qu'en termes d'humilité, hein, voilà, entre Wenger et Alexandre Song, je crois que. Bien, en plus, le joueur, son style de jeu et tout, il est agréable à voir jouer, je trouve. Enfin, je vais pas parler de lui au c'est vrai qu'il n'est pas encore. Mais donc il sera pas, en pensant à ça, il sera pas à la reprise lundi, donc. Puisque aucun accord a été trouvé aujourd'hui. Il est contractuellement sous contrat avec l'AS Roma. Il va faire la reprise avec la Roma. Il a encore un contrat d'une saison avec l'AS Roma. Messieurs, dernier dossier d'actualité. Steve Mandanda, désormais Crystal Palace demandait 5 millions d'euros. Et puis là, maintenant, ils sont montés à 8. Ah bon, c'est peut-être une mauvaise conversion entre journaux britanniques et français, attention. Mais quand même, est-ce que ce bras de fer entre Crystal Palace et l'OM, ça vous inquiète ? Ou vous pensez que le bon sens va l'emporter, l'OM va peut-être demander aux joueurs de monter au créneau, histoire de mettre un peu la pression sur son club. Comment vous voyez les issues des négociations, sachant que Crystal Palace, ils s'en foutent, ils sont capables de le payer ils jouent pas là-bas. Pour le laisser en tribune. Quand un joueur joue pas, c'est quand même leur intérêt de le faire partir. S'il jouait titulaire, ça serait compliqué, mais il joue pas. Après, tu l'as vendu 2 millions, c'est-à-dire pas très cher. Aujourd'hui, pourquoi ils te demandent cet argent-là? Parce que je pense qu'ils sont pas contents, puisque s'ils étaient contents, ils joueraient. Donc le point de départ, c'est qu'ils sont pas satisfaits. Et puis après, quand tu as une communication du club qui dit on a de l'argent, on a de l'argent, on a de l'argent, et quand tu vas taper à la porte des clubs pour demander un joueur, forcément on va te multiplier le prix par 1,5 ou 2, puisque tu as dit que tu avais de l'argent. Donc je pense que la discussion aujourd'hui, elle est là, de dire ils ont les moyens, pourquoi on ne le vendrait que 2 millions? Nous, on a fait une belle affaire d'acheter 2 millions, 5 millions, international français, pourquoi pas ce prix-là? Si quelqu'un est capable de le mettre. Et ils savent qu'ils veulent le récupérer. Ils savent qu'il n'y a que l'OM pour lui aller. Il y a trop de force de Marseille aujourd'hui, et pareil pour le joueur vers Marseille. Donc ils savent que le joueur va y aller, que Marseille le veut. Donc aujourd'hui, c'est dire, nous on veut ça, vous voulez faire l'opération, il faut payer ça. Et là, tu rentres dans des discussions qui sont, 1, pas sympas, 2, qui peuvent durer, et 3, qui vont énerver tout le monde. Cet hiver, l'OM a réussi à faire plier West Ham pour Payet avec un transfert. C'est une performance quand on voit les prix qui étaient annoncés au départ, et puis la valeur de Payet à ce moment-là. Il flambait particulièrement quand même. Payet, c'est pas mal d'arriver à ça. Est-ce que l'OM peut arriver à gagner un deuxième bras de fer avec Crystal Palace cette fois-ci? En donnant beaucoup d'argent à West Ham, comme ils ont donné beaucoup d'argent à West Ham pour arriver à faire Dimitri, ça sera le même schéma. Aujourd'hui, Crystal, ils ont certainement vu ce qu'a fait l'OM. Tu vends Payet pour... 30 millions. Non, quand ça part à 15, et derrière, ils récupèrent 30. Donc aujourd'hui, ils se disent 2,
4, bon, on va faire 5. Mais sauf que Mandanda, il a pas joué de toute l'année dernière, non? C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est un peu dur. Il a fait une dizaine de matchs. Il a un statut, que tu le veuilles ou non, qui joue pas, il a un statut, Steve. Ouais, c'est sûr. Et aussi peut-être la nomination du nouveau coach qui va pouvoir changer la donne à Crystal Palace, qui a fini la saison avec Sam Allardyce, vous savez, Big Sam, la belle légende, de très belles histoires à raconter sur cet entraîneur, éphémère sélectionneur d'Angleterre, qui a pris sa retraite. Voilà, je ne sais pas vous, moi j'y crois absolument pas, mais bon. Yvan, tant qu'on parle des gardiens de but, Julien Fabry, je sais que tu t'occupes de ses intérêts. On sait qu'il est toujours jeune gardien marseillais, toujours sous contrat à l'Olympique de Marseille. Il sort de 2 saisons à Bourg-en-Bresse où il a beaucoup joué. Il a plus de 50 matchs maintenant en Ligue 2. On parle de lui à Brest, c'est ça. Mais du coup, j'imagine que Brest, vu que c'est un club qui joue la montée, ils vont pas accepter un prêt. Ils vont pas vouloir le prendre en prêt de l'Olympique de Marseille. C'est un transfert qui se dessine. Aujourd'hui, on discute avec Marseille, entre Brest et Marseille et d'autres clubs, puisqu'il y a plusieurs clubs qui sont manifestés. Bourg-Perona, déjà évidemment, qui veut le garder puisqu'il a bien fonctionné. Et puis d'autres clubs qui nous ont contactés. On a eu quelques petits clubs de Ligue 1 pour qu'il soit doublure, mais il est trop jeune, il faut qu'il joue. Et donc ce qui nous intéresse et ce qui intéresse Julien, c'est de passer un palier. Passer le palier, c'est aller vers un club un peu meilleur et qui joue la montée et jouer un petit peu autre chose. L'accord entre Brest et Marseille, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas trouvé. C'est pas fini, mais ça devrait se faire. Après, on est obligé aussi de partir puisque Marseille a pris une option de dire on va prendre le numéro 1, Yoann Pelé en numéro 2. Sinon, évidemment que si on avait proposé la place de numéro 2 à Julien, qui avait un intérêt pour lui, Marseillais, d'essayer de faire quelque chose, de jouer les coupes avec l'OM, etc. Après, il y a une décision qui est prise, qui est bonne, qui est mauvaise, c'est leur décision. Donc nous, on fait en fonction, et faire en fonction, le garçon, il faut qu'il joue tout simplement, et même si c'est loin de Marseille. Brest, ça joue la montée ces 2 dernières saisons. C'est sûr que ça peut être intéressant. Il y a un entraîneur qui est réputé aussi il y a un entraîneur réputé, Jean-Marc Furlan, pour le jeu offensif. J'imagine que ça joue aussi dans la balance. Il y a des clubs de Ligue 1 aussi qui s'intéressent à lui, parce qu'il était quand même dans la présélection des meilleurs gardiens de Ligue 2, présélection espoir. Enfin, il y a des... Pour quelques mois, sur sa date de naissance, malheureusement, il n'a pas pu être convoqué avec les espoirs. C'est clair que ça changeait les choses. Parce que quand tu es avec les espoirs, ça te donne un statut, une visibilité. Peut-être que Marseille aurait eu une autre attitude aussi si il était à l'Euro des espoirs. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Mais sur ce qu'il a fait sur le terrain, il a montré qu'il avait la qualité. Après, c'est toujours difficile pour un club de Ligue 1 de dire on prend en Ligue 2, il était très bon en Ligue 2, on va le mettre en Ligue 1 et ça va aller pareil. Donc, il propose souvent à un jeune joueur de venir faire le numéro 2, jouer les matchs de la Coupe, la Ligue, la France, etc. C'est vrai que c'est des risques. C'est Rennes qui l'avait fait, je me souviens, avec Benoît Costil, qui est arrivé de Sedan. Si je me souviens même, c'est vrai que c'est assez rare de voir un club qui mise sur un gardien de Ligue 2. Généralement, il monte avec les clubs promus, comme Baptiste René, par exemple, avec Dijon, qui a fait une grosse saison. Prise de risque pour les clubs sur le gardien de but, tu peux pas te tromper, comme sur l'attaquant, etc. Donc, ils préfèrent quand même passer le temps, avoir le temps. Et c'est pour ça que souvent, les gardiens jouent un peu plus tard. On n'en voit pas des très très jeunes, ou c'est plus rare de voir des très très jeunes comme Donnarumma, etc. Ou comme Alban Lafont. Tiens, voilà, on a fait le tour de l'actualité. On va passer à un pourquoi pas nous, qu'on va se faire comme ça, tranquillement. On est conscient que sur le dernier pourquoi pas nous, on vous a fait un peu souffrir. On a été peut-être un peu trop réaliste. On a parlé, tiens, je vous le dis messieurs, on a parlé par exemple de Rio Mavuba. On s'est dit, tiens, est-ce que Rio Mavuba, en doublure au milieu de terrain, en cadre, vu qu'il est plus voulu à Lille. Voilà, on est conscient qu'on a fait un peu souffrir les gens parce que déjà qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de signature. Bah, c'est dur quand même de se dire, de s'imaginer. On s'est dit, tiens, autant imaginer quand même des noms pour être un peu titulaire d'abord. Après, on verra le banc de touche, le côté cadre, tout ça, le côté même maison de retraite. Alors, du coup, on s'est un peu intéressé à des joueurs qui pourraient être susceptibles d'être titulaires de suite. Des gros noms, entre guillemets, et le premier, c'est Gérard Deulofeu, qui est un attaquant, un milieu offensif, un ailier, vous l'aurez compris, un élément formé à Barcelone, qui avait été transféré à Everton. Ça avait marché bien au début, quand il était prêté, ça marchait bien pour lui. Ils l'ont acheté, quand ils l'ont acheté, ça marche moins bien. C'est souvent comme ça dans le football. Il a été prêté les 6 derniers mois au Milan AC, où il s'est bien illustré. Revenu en sélection espagnole, il marque contre la France au Stade de
France en mars dernier. Du coup, là, le Barcelone veut le récupérer parce qu'ils ont une option de rachat pour pourquoi pas le revendre. Acheté, je crois. Voilà, pour 13 millions d'euros. Mais ça ne veut pas dire qu'il jouera à Barcelone parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas trop d'espace pour jouer. Donc, il y a peut-être une opportunité à prendre. Zubizarreta, évidemment, le connaît très bien. Est-ce que Deulofeu, ça vous intéresse pour l'Olympique de Marseille ? Alors je précise le pourquoi pas nous, c'est des joueurs qui ne sont absolument pas sous contrat, enfin en contact avec l'OM, c'est des idées. Voilà. Qu'on se fait tout seul. Pour revenir au début de l'émission, si Florian Thauvin signe à la Roma, pourquoi pas? Parce que mais sinon ça te semble un peu compliqué, sachant que tu as signé Germain, que tu as Payet, tu as Thauvin. Ouais. Je pense qu'offensivement on a quand même ce qu'il faut, et surtout si on achète un Baka et Germain, quoi. Enfin, on aura ce qu'il faut. Et moi je pense que si on me demandait quel joueur je voudrais sur le marché, je chercherais tout de suite une charnière centrale, et même un arrière gauche, donc en plus peut-être. Mais au milieu et devant, je pense qu'on a ce qu'il faut, donc non. Pas de Deulofeu, Yvan, pareil. Sur sa position, t'as pas vraiment besoin avec tous les joueurs que tu as, quoi, c'est vrai. Les Payet, Cabella, Thauvin, etc. Maintenant, si un Thauvin devait bouger, c'est certainement le meilleur choix pour le remplacer. Zubizarreta le connaît très bien et j'imagine que ça lui plaît. Après, aujourd'hui, je pense qu'il va rester à Barcelone, parce que Barcelone cherche sur les trois majestueux joueurs une sorte de remplaçant de luxe qu'ils ont du mal à trouver. Il peut très bien le faire parce qu'il est capable de jouer sur les trois postes. Et je pense que s'il il peut jouer dans l'axe aussi, il l'a fait un peu. Absolument. Et s'il le rachète aujourd'hui à Everton, puisque c'était une option de contre-rachat qu'ils avaient mis dans le contrat d'Everton en se disant si jamais il est bon, voilà. Et si aujourd'hui ils vont le racheter à Everton, je pense que c'est pas juste pour le recommercialiser derrière, que c'est pour l'utiliser, enfin j'imagine. D'accord. Bon. Autre idée, messieurs, Mauricio Isla. Alors on en a évidemment parlé puisqu'il a joué à l'Olympique de Marseille, mais pas pour ce mercato. Il était reparti à Cagliari. Et puis, il se trouve que l'OM, cette saison, a besoin d'une doublure à droite pour Sakai, a besoin d'un milieu défensif supplémentaire parce qu'il n'y avait que William Tanker. Donc tiens, Mauricio Isla, ça pourrait faire l'affaire dans un groupe élargi. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? Il a fait une bonne saison avec Cagliari. Il n'a pas non plus renversé les montagnes. Peut-être que sa saison à l'Olympique de Marseille était même meilleure. Voilà, bon, forcément, maintenant, il a repris du poil de la bête et de la valeur. Il est sous contrat encore pour 2 saisons avec Cagliari. Est-ce que pour vous, il faut aller le chercher en Sardaigne? Moi, j'aime le joueur et j'aime l'homme. Je sais qu'à l'époque, la direction précédente avait essayé de le garder, mais Juventus demandait 5 ou 6 millions d'euros. Ça faisait un petit peu cher quand même. Du coup, on ne l'a pas gardé. Il est parti à Cagliari pour 4,5 millions. Donc, ils ont quand même réussi à faire de la valeur dessus. Cagliari a fait une très belle saison, il a fait sa saison à l'intérieur de ça. Mais Cagliari aujourd'hui, ils l'ont payé 4,5 millions il n'y a même pas 12 mois. Donc ça veut dire qu'on repart encore sur un système de transfert. Il a 30 ans, je pense. C'est ça. Est-ce que tu repars à 3, à 4, à 5 millions? Après, le joueur connaît le club, l'homme est bien, ça joue latéral et 6, on a besoin. Donc c'est un vrai bon profil, je pense. Ouais. Alors, valeur Transfermarkt, qui marquait 14. Grosso modo, tu le disais, un transfert, c'est autour de 6, 7, peut-être voire 8. Est-ce que tu les mettrais, toi, sur Isla? Ouais, sans parler de la valeur du transfert, moi j'aimais bien déjà ce joueur quand il jouait chez nous. Et surtout, pour le coup, le fait qu'il puisse jouer arrière droit et milieu défensif, c'est quand même c'est idéal, parce que moi j'aime beaucoup Sakai, mais je me dis que ce serait quand même bien qu'il y ait peut-être quelqu'un qui puisse le remplacer de temps en temps. Ou le remplacer. Et défendre un peu sur le couloir. Ouais, défendre un peu. Et défensivement, en milieu défensif, on a vainqueur, mais il peut aussi faire défaut par moment. Puis il a laissé une bonne image. Il a cette grinta. Pour le moment, t'as plus vainqueur. Ah oui, pour l'instant, il n'y a plus vainqueur. Ouais. Donc, un titulaire. Il est à Rome lundi. Mais peut-être pas titulaire, mais en tout cas, non, c'est un joueur que j'aime bien. Et le fait d'avoir un Sud-Américain aussi, tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est quand même important. En termes d'adaptation, on gagne du temps, il connaît le club. Et Lagnac, tu l'as avec tous les Sud-Américains, c'est rare que ce soit pas le cas. Hein. Et c'est un poste où on recherche, donc tiens, Isla, ça serait bien de peut-être remettre la fiche à jour en termes de gardien de but, parce qu'on a dit le dossier Mandanda, c'est pas une issue certaine positive qui nous attend. On a regardé un peu ce qui pouvait être intéressant, notamment du côté de la Liga, le championnat de Zubizarreta, un spécialiste du poste. Et on a vu que la Real Sociedad, il y a Geronimo Rulli, un gardien argentin. Il est très jeune, non? Il fait très très jeune sur la photo. Il fait très très jeune sur la photo, c'est quand il joue à moins de 14 ans national. Là, j'ai 25 ans. Gardien argentin qui est cité
récemment. C'est un peu comme le Fabri en Ligue 2, quoi. Il est cité régulièrement parmi les meilleurs portiers de Liga. Il est aussi dans les listes pour l'Argentine. Alors bon, les gardiens argentins, c'est pas non plus comme le milieu offensif, hein, mais voilà, on en parle beaucoup de ce gardien de but. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il faudrait mettre le paquet sur un gardien comme ça, qu'on ne connaît pas forcément, mais en faisant confiance au réseau de Zubizarreta, ou est-ce que non, c'est vraiment Mandanda, c'est vraiment une solution ça vaut le coup d'insister. C'est à quel prix? C'est le même prix que Mandanda, ça? Là, je pense que c'est minimum 10 millions d'euros, ça peut être entre 10 et 15. Moins cher peut-être qu'un Rui Patricio à Sporting. Gardien, non. Je pense qu'il vaut mieux mettre 5, même si Crystal Palace lâche pas un seul centime et qu'il préfère mettre 5 millions sur Mandanda. Ouais. Sur Mandanda, d'accord. C'est plus rassurant, je pense, de faire Mandanda, ouais, sur le principe. Après, est-ce que les gens ont envie de voir tous les joueurs revenir? Parce que Isla, c'est aussi un retour de comme les autres. Le gardien, moi j'ai du mal à percevoir par rapport à ça aux supporters, si ça leur plaît, que ça soit de ces joueurs qui reviennent, ou si les gens, comme j'imagine, ont plus envie de voir de nouveaux visages. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça, c'est mon avis. Je te le confirme, les retours, c'est très modéré. Payet, d'accord, parce que Payet, tu le disais tout à l'heure, c'est devenu un autre joueur à West Ham, d'accord, mais c'est vrai que les retours pour les retours... On rappelle que Benoît Chirou joue toujours avec Toronto, si c'est ça. Non, mais c'est pas des retours pré-retraite non plus, tu vois. C'était Payet, il est revenu en étant très très bon. Mandanda, je pense qu'il est toujours bon. Il y a des joueurs surtout qui ont laissé une très bonne image dans le club. C'est pas un retour pour un retour. C'est pas un retour retraite, moi je veux dire. Juste de connaître un petit peu les gens et qu'ils ont toujours envie de savoir les transferts, etc. T'as envie, je sais pas, la plupart du temps, c'est de dire qui c'est qui arrive, le nouveau, comment il est. Voilà. Des joueurs que tu as eu pendant 2 ou 3 ans, il n'y a pas cet effet de surprise ou d'annonce. Tu sais ce qu'il va faire et pas faire. Il n'y a pas ce côté où tu peux un peu rêver. Ça peut être le joueur qui va faire la différence. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que pour le coup, Payet à West Ham, il a fait des trucs qu'on n'avait pas vu faire ici. C'est vrai que c'est devenu... Attention. Mais c'est vrai. Ceci dit, c'est vrai qu'en première ligue, on l'a vu faire des passes, des passes coups du foulard, des dribbles, machin. Là, on attend qu'il les refasse un peu cette saison. Devant, on a regardé aussi un peu sur le poste d'attaquant parce que Olivier Giroud, c'est infaisable. On l'a dit, à moins qu'une ouverture se précise selon les transferts d'Arsenal et il faudra agir dans l'heure. Mais sinon, il y en a un autre, c'est un profil un peu à la Olivier Giroud, c'est Bas Dost. C'est un attaquant hollandais qui a fait les beaux jours de Wolfsburg. Il avait des stats impressionnantes. Il est parti au Sporting Portugal où il a aussi bien marché. Donc c'est grosso modo 15 millions d'euros. Minimum, ça va être 15-20. Et c'est un attaquant donc qui a un parcours atypique. Et c'est un peu comme Giroud, c'est-à-dire c'est un mec, comme il est très grand, on s'en sert comme tour de contrôle. Et comme Giroud, on se rend compte au fil du temps qu'il est capable de claquer des buts, comme celui-là qu'a mis Giroud en équipe de France face à la Suède. Voilà, c'est un vrai buteur. Il a des stats de partout où il passe. Il marque minimum 15 buts, 20 buts. Il marque à tous les matchs. Est-ce que Yvan, tu le connais, je sais, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça pourrait être, le joueur est intéressant, le joueur est bon. Si tu regardes une première pointe, que tu veux quelqu'un comme Giroud, un pivot, un grand costaud, etc. Moi, je pense déjà le football moderne aujourd'hui, il faut que les attaquants aillent vite. Et on voit que tous les grands clubs aujourd'hui arrêtent de jouer avec des types de 2 mètres, sauf s'ils vont à 2000 à l'heure, ce qui peut exister aussi pour certains. Mais c'est quand même plutôt rare. Mais tous les grands clubs aujourd'hui veulent de la vitesse devant et que l'attaquant soit capable de faire la différence tout seul. Pas revenir et être lourd avec Baka, même Baka est capable de faire la différence sur 2 joueurs ou 3 joueurs. Un garçon pivot comme lui ou comme Giroud, c'est plus sur une passe qui va faire la différence ou sur une frappe, mais pas dans le jeu. Tu parlais de l'association Germain-Falcao que j'ai trouvé super intéressante cette année. Je pense que Germain et Baka, tu as 2 attaquants très remuants très vite, ça serait intéressant pour nous. Là, tu vas avoir un joueur qui est lent, mais qui va te marquer ses 15 buts en Ligue 1. Ouais. Ça te parle, toi, ce Bas Dost? Non, moi, je ne le connais pas, mais après, déjà, un mec qui met minimum 15 buts, c'est très bien. Enfin, c'est quand même ce que je recherche le plus. Quand je ne connais pas un attaquant, c'est le premier truc que je regarde, tu vois. Mais après, c'est vrai que les grands attaquants comme ça, pas qui bougent pas, mais qui servent de point d'accroche dans la surface, j'ai jamais été vraiment très fan de ce genre de mec-là. Et pour le coup, je préférais Baka. Préféré Baka. Paris Saint-Germain, je repense à ça, mais PSG qui voulait au mois de janvier un attaquant doublure qui a fait Guedes finalement, qui n'a jamais joué, était sur Baka, puisque Emery l'avait assez. Emery l'avait assez. Emery, ça lui allait très bien en se disant j'ai un problème avec Cavani d'avoir Baka. Hein.
Voilà. Donc c'est peut-être la première fois qu'on pourrait prendre un joueur que le PSG voulait. PSG veut. C'est pas pareil, c'est vrai. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Dernière idée, messieurs, c'est Danilo Pereira, milieu défensif de Porto. Pourquoi je vous en parle? On a fait un sondage sur les milieux défensifs qui étaient disponibles. On a regardé un peu parce que on se dit tiens, le dossier vainqueur a l'air d'être dans l'impasse. Pardon, je vais y arriver. Il faudrait regarder un peu les pistes alternatives. Voilà, on vous avait proposé, on est allé chercher du Dedoncker à Anderlecht, du Ascasibar à Estudiantes de la Plata. Là, on a tout mis dans les noms. Hein. On est allé vraiment... Ilara Mendy, Mikel San José de Bilbao, Claudio Jacob et même Maxime Gonalon, qui n'est pas dernier, c'est très étonnant. Et voilà, vraiment la seule piste qui remporte vraiment des suffrages avec des donkers si vous voulez, mais c'est vraiment Danilo Pereira. Donc on s'est dit, tiens, il est portugais, international, il joue au FC Porto où il est indéboulonnable en tant que sentinelle. Il a une clause libératoire. Il joue à Porto, donc il a une clause. À Porto, même le jardinier a une clause libératoire de 45 millions, Yvan, c'est comme ça. Est-ce que c'est juste de la réputation ou est-ce qu'on a envie de se faire à un autre poste, mais un nouveau Lucho, quoi? Est-ce qu'on est prêt à payer cher? C'est un registre moins sexy, hein, c'est une sentinelle quand même. Je le connais pas, mais c'est vrai que... Tu restes sur vainqueur. En plus, je pense que les 14%, aucun d'entre eux, c'est 14% pour... Ça veut dire vainqueur, en fait, ça, par rapport au Ça veut surtout dire, généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne le Phocéen. Si tu finis en dessous d'aucun d'entre eux, il ne faut plus entendre parler de toi. Voilà, donc Santiago Ascasibar, par exemple, même si le nom, Pépite Argentine, tout ça, voilà, c'est désolé, ça passe pas le cut. Effectivement, l'étiquette Porto. On a quand même rarement été déçu par ces joueurs-là, mais je le connais pas, donc je peux vraiment pas parler, je pourrais pas répondre. C'est un joueur intéressant. Après, là, on rentre dans la problématique économique. C'est très cher. Est-ce qu'on met beaucoup d'argent pour une sentinelle qui reste quand même un milieu, c'est un poste? Le principe, c'est quand même que le gardien, le 5, le 6 et l'attaquant, c'est les postes clés. Donc on est sur un poste clé. Après, est-ce que tu mets autant d'argent? Qu'est-ce qu'on a comme argent? Je sais pas dire aujourd'hui si on a 10 millions, 30 millions pour prendre un attaquant, 10 millions, 30 millions pour prendre un défenseur. Donc, je sais pas les moyens. Enfin, pas grand monde sait aujourd'hui visiblement les fenêtres de tir que tu peux avoir sur des joueurs. Est-ce que tu dois regarder un joueur à 5 millions ou à 25 millions? Une chose est sûre, c'est que beaucoup de supporters rapportent le chiffre de 100 millions d'euros en disant Jacques-Henri Hérault a dit il va dépenser 100 millions d'euros sur le mercato. On va bien regarder, il n'a pas dit ça. Ce n'est pas des propos qui lui sont, ou alors peut-être indirectement, et ça a été ressorti en off, ça a été rapporté, peut-être, déformé, peut-être aussi, c'est possible, attention du de rien, mais clairement, il n'a pas dit ouvertement, ça sera 100 millions d'euros pour ce mercato, donc beaucoup de supporters disent, ah oui, mais on a une enveloppe de 100 millions. Attention, c'est pas forcément ce que lui a dit, on le répète, pourquoi pas. En tout cas, Danilo Pereira, j'ai l'impression que pour ce dossier de sentinelle, parallèlement aux négociations concernant William Vainqueur, la priorité, c'est quand même la défense et le poste d'avant-centre. Ouais, et ensuite, on verra ce qu'il est possible de faire pour renforcer l'équipe. Messieurs, on va passer aux questions des internautes. Je suis sûr qu'elles sont nombreuses. Le retour des questions des internautes. On est quand même au 3e mercato. C'était bien de ressortir. C'est bien les nouveautés, mais c'est bien aussi de reprendre ce qui fait le succès du Phocéen. C'est vous, bien évidemment. Donc on enchaîne avec vos questions tout de suite. Tiens, Jimmy Mutel sur Facebook. Est-ce qu'au rythme où avance la direction au niveau transfert, ne risque-t-on pas de laisser passer les meilleurs joueurs? Alors on voit beaucoup ces questions. J'ai regardé le tableau officiel des signatures. Bon, à part Marsal à Lyon, Fetou, Mawassa à Rennes, il n'y a pas non plus grand monde qui a signé jusqu'à présent. L'OM a laissé échapper personne. Jusqu'à maintenant, non, c'est vrai. Le mercato a très peu bougé en France. Les Anglais ont un peu plus bougé au mois de juin que d'habitude, ils font rien. Et ça commence un peu à signer. Les Italiens ont fait beaucoup d'opérations tout le mois de juin et ont mis un peu la panique sur le marché parce que d'habitude, il ne se passe pas grand-chose aussi au mois de juin. Ils ont beaucoup travaillé, donc il y a quand même eu des mouvements, il y a quand même eu des joueurs aujourd'hui qui ont bougé, des joueurs sur lesquels était l'OM ou qui ont prolongé, Mandzukic, Silva, etc. et d'autres. En retard, tu es pas en retard, mais si aujourd'hui l'idée c'est de dire on va attendre le 31 août pour faire une bonne affaire économique, grand danger. Tu dois choisir le joueur que tu veux, l'attaquant d'épaisseur, de dimension internationale, l'attaquant qui va te faire passer un palier, que tu vas faire un saut de qualité dans ton jeu. Et ça, tu le trouveras quand même plus au mois de juillet que le 31 août.
Yvan, toi qui connais ce mercato-là, c'est des situations que tu dois connaître, est-ce que à ce mois de juin, puisque c'est vrai que pour répondre vraiment à la question de Jimmy, est-ce que même s'il n'y a pas de signature, normalement tout est enclenché? Par exemple, quand tu as un joueur, il y a eu plusieurs propositions, à cette période-là de l'année, tu as fait le tri, tu sais quel club est prioritaire et tu négocies pour l'option A pour ton joueur? Le club a dû faire comme tous les clubs, une liste avec 5 joueurs à chaque poste. Il y a le dossier numéro 1, numéro 2. Tu essayes de faire le numéro 1. Il y a un moment où il a signé ailleurs, où il ne veut pas venir chez toi, tu passes au numéro 2. Je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont de la liste de l'attaquant par rapport à ce qu'ils ont listé. Mais une chose est sûre, c'est que tu ne peux pas te permettre d'attendre trop longtemps. Et si tu veux faire une bonne saison et tu as l'UEFA, enfin l'Europa League, pardon. Qui va arriver vite, ouais. Tu dois rentrer tes joueurs le plus rapidement possible pour que le coach il puisse travailler avec, les mettre en place et lancer la saison. Si tu as 3 joueurs importants qui arrivent le 31 août, tu lances pas bien ta saison et encore moins l'Europa League, quoi. Mathieu, c'est quoi ton sentiment là-dessus? Est-ce que tu es dans ce truc de se dire elles sont où les recrues, un peu comme Djabel Debbouze disait ils sont où les sketchs dans son spectacle? Est-ce que c'est un peu ça? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression on a créé une attente chez toi sur cette recrue du mois de juin? Peut-être un peu, mais après, vu comment s'est passé le mercato hivernal et vu la façon dont gère sa communication Jacques-Henri Hérault depuis le début, moi j'ai plutôt confiance en eux, en toute l'équipe dirigeante. Donc je suis pas là à me dire mais qu'est-ce qu'ils foutent, on va perdre tous les meilleurs joueurs et tout ça. Je pense qu'ils doivent avancer sur des dossiers qu'on connaît peut-être pas et que ça va sans doute bien se finir. Je suis plutôt dans une position de confiance en ce moment. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus, mais pour l'instant ça va encore. Et oui. Parce que surtout je vois que ça bouge pas trop non plus beaucoup autour de nous, donc et surtout sur des joueurs qu'on veut, par exemple comme on parlait de Bacca tout à l'heure. C'est sûr que si d'un coup on entend que Bacca signe à la Lazio ou à la Roma ou je sais pas où, on va avoir forcément un peu de déception, mais là pour l'instant j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Voilà, faut regarder Bacca tant que Bacca signe pas. Il y a 2 types de mercato. Mercato aujourd'hui, tu peux attendre le 31 août si tu attends une discussion pour le prix ou que le joueur, son club ne veut pas le faire partir, donc tu attends la fin. Mais aujourd'hui, il est entendu que Bacca va quitter Milan. Donc bien sûr qu'il y a un club qui va le prendre avant, ils vont pas attendre le 31 août. Et c'est là, comme tu dis, si tu y vas pas, à un moment quelqu'un d'autre va y aller, et puis c'est 1, c'est 2, c'est 3, puis après tu perds les opportunités du marché. Ça c'est un mercato d'opportunité Bacca. Parce que s'il n'y a pas les nouveaux Chinois, Bacca il vient jamais à Marseille. Il ne pas de Milan. La PAB sur le forum qui nous dit Yvan, quel type de négociateurs sont Zoubi et Jacques-Henri Hérault? Jacques-Henri Hérault, j'ai jamais discuté de transfert ou de négociation avec lui. Et Zubizarreta, j'ai négocié pour Romain Alessandrini pour la sortie à Los Angeles. De toute façon, au final, ça reste Jacques-Henri Hérault sur les chiffres, sur l'économique et le propriétaire McCourt qui décide. Donc Zubizarreta fait la négociation et ensuite la présente aux dirigeants actionnaires et qui décident des finances. Mais Zubizarreta, c'est quand même plus l'aspect technico-tactique, je dirais, que la vraie et pure négociation qu'il instaure dans les relations. Donc, jusqu'à maintenant, des prix de transfert qu'ils ont fait ou des joueurs qu'ils ont fait, bon, visiblement, ils s'en sont sortis dans les négos, même si certains prix étaient un peu chers, comme on l'a souvent dit. Mais bon, après, moi, perso, aujourd'hui, j'ai pas signé de nouveaux joueurs avec eux, donc je suis incapable de dire. J'ai envie quand même de prolonger la question de la PAB, parce qu'il y a un 3e membre là-dedans, c'est Rudy Garcia, que tu connais très bien depuis Dijon, justement, et puis après avec Lille. Est-ce que tu penses que voilà, c'est quand même... Parce qu'on parle beaucoup de Zubizarreta, et c'est quand même Rudy Garcia qui tranche sur les dossiers en premier lieu et qui est dans le mercato là 24 heures sur 24 lui aussi. La mentalité, la culture française sont que ce sont les entraîneurs qui décident, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des championnats, mais en France c'est le schéma. Rudy il est arrivé avant Zubizarreta. C'est pas pareil quand un directeur vient et choisit un entraîneur que quand c'est un entraîneur qui vient et qui choisit un directeur. Donc c'est sûr que Rudy il est arrivé dans le projet, Zubi est arrivé après dans le projet. Donc Rudy aujourd'hui il est très important dans les choix, il l'a toujours été. Il est plus important que Zubizarreta. C'est toujours le débat ou l'osmose que tu dois arriver à trouver entre un entraîneur qui veut un certain type de joueur et un directeur qui veut un autre. Parce qu'il y a la politique du club et il y a la politique de l'entraîneur. Voilà, on va dire que le directeur est un peu plus sur le long terme. Le directeur doit penser à l'avenir et l'entraîneur, et c'est normal, l'entraîneur il pense au match de samedi. Donc on est toujours dans une confrontation, l'entraîneur il pense à la victoire samedi et le directeur il doit penser à 3 ans. Et c'est ça la vraie difficulté des clubs. Et la majorité des clubs ont du mal à trouver un juste équilibre entre on prévoit l'avenir, mais il faut aussi gagner samedi.
Et nous, aujourd'hui, on est quand même plus dans une politique immédiate parce qu'on veut relancer le club. Donc c'est pour ça, la dernière fois moi, que je suis venu ici, on a parlé de tous les accords avec les enfants, les petits clubs de partenaires, etc. Moi, quand on me parle des gosses de 10 ans aujourd'hui, je suis content. Mais l'avenir, c'est demain, après-demain, dans 2 mois. C'est pas dans 10 ans. Donc c'est déjà de régler les problèmes aujourd'hui, de construire l'équipe aujourd'hui. Et ensuite, tu vas retravailler tes fondations si elles sont à travailler. Mais aujourd'hui, les gens ont envie qu'il y ait un nouveau projet sur le terrain. Les 11 qui jouent. Pas ce qui va arriver dès 14 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Donc je pense qu'il y a cette notion d'urgence ou d'immédiateté que les gens ont envie de voir une équipe compétitive et se régaler, quoi. Tiens, tu parlais de Romain Alessandrini. Il met même des Panenka maintenant. Il en a 8 buts, 7 passes décisives aux États-Unis. C'est un beau pari réussi là-dessus. Il a une vie extraordinaire là-bas. Il est très content. Quand il marque des buts, je ne l'avais pas vu heureux comme ça depuis très 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 longtemps. Donc c'est notre première satisfaction. Après nous, on a toujours cru en Romain sportivement, techniquement. On savait que c'était un problème physique et deux, un problème de confiance et d'aligner les matchs pour être bon et performant. Aujourd'hui, il est bien physiquement parce que il a plus de problèmes. Les problèmes ça a été réglés à la fin à Marseille. Il a la confiance du coach de Los Angeles puisque c'est devenu un des meilleurs joueurs de la MLS aujourd'hui, donc il fait beaucoup confiance. Et donc Romain se lâche, il réussit, comme il réussit à Rennes, un petit peu tout ce qu'il entreprend. C'est génial pour lui et pour sa famille, après ce qu'on a quand même subi et souffert ici. Et puis on verra l'avenir. Mais aujourd'hui, le niveau du championnat, parce que j'entends souvent, ouais, la MLS, hein, le championnat du Qatar, de Dubaï, de la Chine, voilà, tout ça, on joue division 3 CFA. Le championnat de MLS aujourd'hui, c'est d'un niveau, pas du 1er au 5e français ou allez, jusqu'au 10e, mais du 10e au 20e, les clubs de MLS tapent les clubs français. Après, il n'y a pas de Paris, il n'y a pas de Monaco, et peut-être pas Marseille. Mais tout le reste du niveau des équipes moyennes de Ligue 1, va les faire jouer. C'est un peu un Nancy-Lorient que tu nous proposes. Un peu, mais avec du soleil, des stades pleins. Un Nancy-Lorient à Los Angeles, c'est beaucoup plus sympa. Ouais, j'imagine. Comme Jay-Z avec enfin Thierry Henry quand il est arrivé à New York avec Jay-Z, est-ce qu'il traîne avec le gratin de Hollywood? Non, par contre, il commence parce qu'il y a vraiment une connexion entre les mecs des Lakers, les mecs du foot, etc. Tu vois, c'est pas comme en France, quoi. Les sportifs se mélangent, les activités se mélangent. Ah ouais. Et Snoop Doggy Dogg, par exemple, il vient souvent au stade, il a fait des concerts. Donc il y a un lien, si tu veux. Comme si nous, c'est quand même énorme. Comme si nous, Ayam faisait un concert très régulièrement au stade Vélodrome, tu vois. Ouais. Ils ont cette approche, cette culture du show business, t'as l'hymne national, même pour un match amical, tu as l'hymne national américain, t'as l'impression que c'est la Ligue des Champions. Ils sont très bons pour le spectacle. Quoi. Les stades sont pleins, c'est bon enfant, il y a bonne ambiance, ils se battent pas de bagarre. C'est bon, très ça. Sympa. On va exporter, on va lancer un appel à Nancy et Lorient en leur disant on va peut-être mettre leur match là-bas. J'ai une franchise là-bas, ça peut être sympa. C'est génial quand même. On apprend qu'Alessandrini est pote avec Snoop Dogg. Enfin, va devenir pote avec Snoop Dogg là, c'est génial. Mais c'est une vie quand même incroyable. Le foot c'est quelque chose, mais Los Angeles. C'est clair. Après il y a celui qui joue en MLS à Colorado, à Denver, à Denver dans le Colorado. Voilà, il y a des villes où dans le Massachusetts, ça doit être moins sympa. Mais quand il y allait, il était bien. Mais pour nous, le plus important aujourd'hui, on y allait parce qu'il commençait à avoir des joueurs de 27, 28 qui y allaient, style Jovinko. Et aujourd'hui, Romain, il est en statistique au-dessus de Jovinko, qui a eu le titre de meilleur joueur de MLS les 2 dernières années, qui est retourné en sélection italienne il y a 1 an, etc. Donc, qui a son niveau. Si tu joues à MLS, que tu es capable de jouer avec la Squadra, enfin la nationale italienne, c'est qu'a priori, c'est pas niveau de CFA. Tu parles de sélection, tiens. Romain Alessandrini avait été appelé dans le groupe France, mais il n'avait pas joué. Non. Donc ça veut dire qu'il peut, par exemple, si les États-Unis veulent le... Je sais pas, je me fais un peu quelqu'un dans la tête. Les textes le permettent. Les textes le permettent. Bon, écoute, on va voir. On vient d'arriver. Ce serait génial quand même. Ce serait l'histoire de fois. Non, mais c'est dans ma tête. Je suis en train de me dire ça. Il n'est pas forcément bloqué là-dessus. Il peut faire la CAN, par exemple, avec le Cameroun. Comme ceux qui ont joué en France, l'équipe de France, et qui choisissent le Mali ou le Sénégal après, ils seraient susceptibles de choisir. Il peut jouer aussi au Mali ou au Sénégal, selon s'ils venaient le chercher. Et s'ils avaient pour ça, il faut avoir une nationalité et un passeport. Et ça laisse de l'avoir aux États-Unis en vivant là-bas avec sa famille et les enfants, etc. Après, il y a un moment, ils donnent le passeport malgré Trump, etc. Regarde quand même côté de l'arbre généalogique. Peut-être que le Mali, le Cameroun, on verra. Samuel DM sur Twitter, est-ce que l'OM doit se contenter de joueurs de second rang parce qu'ils ne jouent pas de titre majeur ou même pas attractif? On sait que la Ligue des Champions, ça revient souvent dans les conversations parce que l'Europa League, ça pèse quasiment pas pour les joueurs. Il n'y a pas un joueur qui se dit tiens, ouais, mais quand même, il joue l'Europa League, c'est Champions League ou rien, non, généralement? Est-ce qu'on peut se dire pour nous, je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux essayer de gagner l'Europa League ou essayer d'être dans le dernier carré, ou est-ce que c'est de te dire je passerai pas les poules de Ligue des Champions? Le débat, il est là.
En principe, il vaut mieux être avec les grands et pas être bon en Ligue des Champions, mais aller avec la Ligue des Champions. Mais peut-être que les gens aujourd'hui ont envie de faire un parcours en UEFA comme on avait fait, qui était sympa aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on rappelle, la dernière fois qu'on est allé en Ligue des Champions, c'était 6 défaites. C'était ridicule. Au final, ça ne sert pas à grand-chose. Non, mais on en voit certains des clubs qui y sont. Mais c'est bien sa question, parce que hier, j'ai regardé PSV Eindhoven qui a signé un joueur en Amérique du Sud que je connais, qu'on regardait, qui a payé 15 millions de joueurs, un talent mexicain, un Giovanni Dos Santos. Et la stratégie du PSV qu'a fait Ronaldo à l'époque, etc., c'est pour moi la stratégie qu'on doit avoir aujourd'hui à Marseille. C'est-à-dire, c'est pas des clubs qui ont plus d'argent que nous, même beaucoup moins. Ce PSV aujourd'hui, c'est quoi? C'est 100 millions, ils ont même pas la moitié du budget. Et ils sont capables d'aller chercher des dossiers comme ça, où ils vont prendre un super talent, une super pépite, le faire jouer un an ou deux en championnat hollandais qui est plus facile que nous. Il va mettre 25 buts comme Dempsey là, de Lyon, et puis il va repartir derrière. Et la politique d'un club comme PSV, comme Feyenoord, ils ont une très bonne politique, les Hollandais. Ils n'ont pas d'argent, ils prennent les meilleurs joueurs du championnat, ensuite ils vont chercher des talents à l'étranger, ils arrivent à revendre un petit peu des joueurs pour équilibrer, et ils ont quand même des résultats, que tu le veuilles ou non, que ce soit Alkmaar, que ce soit PSV, tu les vois quand même toujours régulièrement bien figurés dans les compétitions. Même ils ont une stratégie. Dempsey, c'est deux pailles. Pardon. Mais ça se ressemble aussi en termes de niveau. Est-ce que toi, tu regardes aussi, Mathieu, sur le recrutement? Il y a des joueurs, tu sais très bien que sans Champions League, tu les feras jamais venir à l'Olympique de Marseille. Ouais, forcément, il y a des joueurs. Bref, tu te dis toujours que c'est un peu un rêve, parce que après, quand tu vois il y a d'autres clubs qui jouent la Champions League qui sont sur les rangs. Nous, on fait pas le poids, mais il y a quand même. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a quand même un truc un peu plus attractif avec l'OM, ne serait-ce que par rapport à l'histoire du club, au stade et tout ça, mais. Je suis peut-être un doux rêveur par rapport à ça. Parce que nous on est d'ici, donc on sait. D'ici, mais tu vois, regarde Arsenal, il joue pas la Champions League. Je crois qu'il joue pas la Champions League l'année prochaine, non? Pour la première fois, ouais. Depuis 17 ans. Donc je pense que ça va pas les empêcher de. Bon, ils ont pas les mêmes finances que nous, mais ça va pas les empêcher d'attirer des bons joueurs aussi. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que tant qu'on joue pas la Ligue des Champions, on aura un certain calibre de joueurs qui nous sera réservé, je pense. Question sur le forum de Requiem avec ce mercato, où en est la nouvelle formule de campagne d'abonnement? Un premier rendez-vous raté niveau com. Alors je rappelle, la campagne d'abonnement se déroule tout le mois de juin pour les virages et uniquement sur le mois de juin. C'est-à-dire que derrière, si on ne s'abonne pas, les virages resteront vides, on n'aura pas la possibilité de s'abonner derrière. Est-ce que c'est un raté niveau communication ou pas, parce qu'il n'y a pas eu de ces fameuses signatures? Moi, j'ai envie de dire... attention aussi, parce que si on compte sur des recrues pour signer, on veut pour voir des abonnements, quel abonné on va avoir, des spectateurs. Acheter des places au virage ou pas? Non, c'est réservé aux abonnés. Les virages sont réservés aux abonnés et à ceux qui s'abonnent au mois de juin. À la fin du mois de juin, si voilà. Les chiffres ne sont pas, évidemment, communiqués ni par l'OM ni par les groupes de supporters, puisqu'il y a l'ambition d'en faire le plus possible, donc on garde un peu ça sous pression. Mais est-ce que, voilà, c'est toujours ce qu'on dit en tant que supporter. On supporte un club, on ne supporte pas un club parce qu'ils ont signé un joueur ou un autre. Donc c'est bien d'avoir cet esprit-là et de le différencier des signatures, non? C'est très surprenant. Après, bien sûr, moi j'ai travaillé au club quand il y avait la campagne d'abonnement. Quand tu recrutes 3 joueurs, tu fais plus d'abonnés que si tu en recrutes pas, c'est sûr. Mais le lier complètement à ça, ouais, c'est un peu surprenant. Et surtout si au 30 juin, ça met la pression pour rien, quoi. Ouais. C'est ça, le mercato finit au 31 août et pas au 30 juin. Il faut laisser les abonnements jusqu'à ce moment-là, ouais, sans doute. On verra en termes de chiffres, en tout cas si c'est un raté ou pas, on verra sur le rendu aussi sur l'année, pour répondre à la question de Requiem. Aubin-Lacroix, sachant que Koscielny est trop cher, Rami n'est-il pas la recrue idéale en charnière centrale? Bon, Koscielny, on peut le dire, c'est pas vraiment dans les plans de l'Olympique de Marseille. Quand on annonce Koscielny à l'OM, c'est plus pour faire, on l'a dit dans un précédent mercato, c'est plus pour alerter les clubs éventuellement intéressés que Koscielny est sur le marché, plus que pour vraiment le voir signer à l'Olympique de Marseille pour 35 millions. Rami, on n'est pas à 35 millions, on est à beaucoup moins. Est-ce que ça vous plaît, Adil Rami, l'Olympique de Marseille? On parle de 6-7, ouais. Ouais, Rami. Est-ce que, alors attends, deuxième question, est-ce que c'est plus le personnage que le joueur qui plaît? Parce que il est super sympathique. Il a un truc, mais non. Il a quelque chose quand même. Non, à son poste, il y a lui ou Zouma ou Abdenour aussi,
Toi, tu veux de la puissance. Moi, je veux quelqu'un qui fait mal. Gros bourrin derrière. Parce que je me rappelle de la saison Diawara Mbia et je pense que le titre, on l'a construit en grande partie grâce à eux. Bon, il y avait aussi Lucho et tout, mais je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire un bon championnat. C'est par là qu'il faut partir. Et Rami, je pense que ça serait une bonne recrue. Yvan, même constat. Toi, t'aimes les mecs qui font mal un peu derrière. Bah oui, tu représentes les Manga, donc j'aime bien qu'ils aient des pieds aussi pour sortir les ballons, parce que si tu as deux défenseurs centraux qui sont de barbares mais qui ont du mal à sortir la balle, non, mais ou alors il faut un super 6 devant. Mais tu fais bien de dire ça, parce que justement c'est vrai que c'est un peu le problème de la défense de la charnière de l'Olympique de Marseille, là où ça fait très mal pour Orlando et pour Fanny, c'est sur la relance. Sur sortie de balle. Est-ce que Rami c'est nettement supérieur? Tu vas pas progresser beaucoup, je pense, en relance. Après, le risque de prendre un joueur comme lui est quand même limité. Il est passé par des gros clubs, il a à peu près fonctionné de partout, il a été en sélection, ou il y a encore même. Bon, voilà, tu sais ce que tu prends. Voilà. Le niveau maximum qui est là, le niveau minimum qui est là, il va pas faire des choses extraordinaires. Tu sais qu'il va pas te prendre de but tout seul contre son camp, a priori non plus. Tu sais la valeur du joueur. Le coach le connaît, a bossé avec lui, donc il sait à peu près comment ça va fonctionner. Il connaît la Ligue 1. Pour répondre à Aubin, c'est une recrue idéale maintenant. Pour ceux qui, justement, tu vas vers une valeur sûre. Voilà, tu rassures et tu vas essayer de faire à côté de lui quelqu'un peut-être d'un peu plus fort et tu te donnes quelques semaines pour pouvoir le signer. On peut répondre comme ça. Et voilà, on peut répondre comme ça à la question d'Aubin Lacroix. Est-ce qu'il reste des questions? Je pense que oui. Tiens, une question de H-Greg. Ça fait plaisir de retrouver H-Greg qui envoie beaucoup de questions. À 4 jours de la reprise, est-ce inquiétant de ne pas avoir de recrue officielle pour la prépa? Ce n'était pas prévu. Généralement, tu signes des gros joueurs, donc tu aspires à signer des gros joueurs, donc des internationaux, donc des joueurs qui, quoi qu'il arrive, ne sont pas là pour la prépa parce qu'ils sont en vacances ou ils ont fini plus tard avec les matchs internationaux. On peut répondre comme ça? Oui, mais d'une manière générale, que ce soit les supporters, les dirigeants ou les entraîneurs, tout le monde aime bien à la reprise avoir quand même 2-3 joueurs qui sont arrivés pour donner un peu l'élan, pour lancer la saison, pour apporter un peu d'air frais, de sang frais. Et effectivement, il n'y aura pas de nouveaux joueurs. Il y aura Lucas Ocampos qui revient. On l'a oublié aussi. On l'a oublié. Voilà, le retour. Ocampos, c'est vrai. Lucas Ocampos et peut-être Majou. Sa femme qui viendra peut-être le voir, et là niveau vent de fraîcheur je vous dis que vous serez servi. Imitatia Ochoa, véritable piste ou simple rumeur en bois? J'ai l'impression que ça ressemble quand même la rumeur en bois. Donc Guillermo Ochoa, on en parlait dans les médias, je crois que c'était Fox Sports qui en a parlé, donc voilà, peut-être Fox, c'est pas les champions d'information, mais c'est pas du niveau de Rami, mais je veux dire, c'est un petit peu la même chose. Il a joué en Ligue 1, il connaît le championnat, il a fait des très belles choses ici. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait la saison dernière, les 2 dernières saisons? Mais le risque paraît limité, ou en tout cas, c'est moins limité que d'aller chercher un autre goal en Amérique du Sud. Oui, mais est-ce que Ochoa, c'est mieux que Yohan Pelé, Mathieu? Bonne question. Ouais, très bonne question. Je sais pas. Moi, j'aime bien Pelé quand même. Il a fait quelques bourdes cette année, mais c'est quand même un très bon gardien. Si pour recruter Ochoa, autant pas recruter, non? Peut aussi faire passer un message qui regarde d'autres gardiens, puisque visiblement, ils ont du mal à boucler avec Cristal. C'est peut-être ça arrange. C'est vrai que ça fait peut-être les affaires de l'OM. Une dernière question, peut-être. On va avoir ça dans les minutes à venir. On va me dire si c'est aussi la dernière. Ça devrait être la dernière. Elle va s'afficher. C'est sur le forum. C'est Binou OM13. Y a-t-il d'autres jeunes que Camara qui pourraient signer pro cet été? Alors là, ça va être tout l'intérêt, j'ai envie de dire, du premier stage de préparation de l'OM qui démarre la semaine prochaine, puisque c'est généralement dans ces stages de préparation qu'on voit si un jeune est capable de se faire la place au milieu des recrues sont là, les nouveaux jeunes. Voilà, ils vont être là. Il y a peut-être une chance pour Christopher Roca qui s'était montré à son avantage en finale de Coupe Gambardella, un jeune latéral gauche. Il y a Houssem Zakwani aussi sur le pendant côté droit. On sait que c'est des postes où il y a toujours besoin de signer des joueurs. Pourquoi pas les verrouiller en les faisant signer pro? À voir avec cette préparation. Et puis on le disait par exemple sur le poste de latéral gauche, si tu trouves pas de sortie à Bédimo et que tu recrutes quelqu'un et qu'il y a encore Patrice Evra, peut-être que de faire signer pro Christopher Roca, ça sera... Camara avait fait un seul match en latéral droit, je crois, dans la saison à Sochaux, c'est ça? C'est ça, Rudy Garcia. C'est un central. Est-ce qu'en latéral droit, il est capable de faire la doublure sur Sakai? Je sais pas. Rudy Garcia a dit qu'il pouvait... Si tu veux valoriser ton jeune joueur formé, c'est peut-être l'année de ne pas prendre une doublure et de compter sur lui. C'est exactement le discours qu'avait sorti à son encontre Rudy Garcia en disant que s'il signait, c'était pour le faire jouer, lui donner sa chance. C'était pas juste pour dire on a pris avec lui parce qu'il avait a priori des clubs à l'étranger, donc il peut pas rester si on lui a pas promis entre guillemets qu'il ait un peu d'espace et de temps de jeu, quoi.
Voilà, donc il faudra suivre attentivement le premier stage de pré-saison et également les prochains numéros du Mercatalk. Merci messieurs. Merci. À bientôt Mathieu, on rappelle samedi le concert à Mars Attack. Yvan, on rappelle sur ton téléphone 22h par jour jusqu'à la fin août. Bon courage. Et en septembre. À bientôt, à la semaine prochaine pour un prochain Mercatalk.